Salut à tous, épisode 3 avec les San Antonio Spurs. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de contenu, j'ai fait beaucoup de montage, on va pas mal avancer et c'est, ma foi, plutôt passionnant, en tout cas pour ce qui me concerne. Je vous mets le sommaire. Voilà, donc il y a pas mal de choses au programme, notamment un invité mystère à partir de 16 minutes de cette vidéo. D'abord, on va dresser un rapide bilan de l'évolution récente des Spurs IRL. On voit qu'au niveau du bilan, ça s'est relativement stabilisé puisqu'ils ont fait 5 et 6 en un mois. On a aussi un nivellement offensif-défensif, c'est-à-dire on a régressé en attaque, on a progressé un peu en défense. Les joueurs à mentionner sont plus ou moins toujours les mêmes et écoutez, à part l'émergence de Walker et Bellinelli qui plongent, on n'a pas vu beaucoup d'évolution. Pour ce qui est de ce début de partie, j'ai proposé déjà 2 épisodes assez longs, c'est des formats longs pour cette série avec les Spurs, avec donc, voilà, je vous ai mis le résumé très rapide pour expliquer où on en est arrivé à la fin de l'épisode 2, où est-ce qu'on en est arrivé évidemment. C'était cette finale NBA avec un adversaire assez surprenant, le Miami Heat. Non pas que Miami soit à mépriser, puisqu'au contraire, c'est une équipe qui est passionnante. C'est avec les Dallas Mavericks en ce moment en NBA, c'est les 2 équipes dont je ne rate aucun match. Tellement ces 2 équipes, Miami et Dallas, sont passionnantes. Il est évident que tôt ou tard, je vous proposerai du Dallas et du Miami obligatoirement, parce que c'est juste le must. Voilà. On parlera de ça plus tard. Donc, l'intersaison des Spurs, c'est déjà la retraite de pas mal de joueurs. Beaucoup de noms qu'on connaît très bien, qui tirent leur révérence. Voilà, on a vu pêle-mêle, Rajon Rondo, Courtney Lee, etc., Kyle Korver. Bon, il y a énormément de retraites, mais il y a surtout une retraite qui pour nous est marquante, c'est celle de Popovich, qui, après un 6e dernier titre NBA, se retire, et évidemment, on lui avait demandé une année en plus, il veut arrêter, donc on va surtout pas aller contre ça. Voilà, donc, retraite de Popovich, c'est donc définitivement une page qui va se tourner du côté des Spurs. Il va falloir en plus choisir un coach. Alors, est-ce que vous pensez à la même chose que moi? On va voir ça dans un instant. Sinon, juste la loterie. J'aime toujours la loterie. Voir toujours ce qui se passe. Les Lakers, énormes, quoi. Ils ont chopé le pick 1. Comme quoi, même dans NBA 2K, les boules chaudes et les boules froides, ça existe. Non, je plaisante, c'est un tirage au sort maintenant et tout. Ça se passe plus comme à un certain moment, mais bon, voilà. Allez, on arrive donc à prolonger Eldon Stewart, qui est c'était notre recruteur avant, donc je vais juste lui proposer une prolongation de contrat. Et pour ce qui est du poste de coach, eh bien évidemment, on va jouer la carte de la promotion interne. On va s'adresser à Tim Duncan. Voilà, je vais prendre Tim Duncan en coach principal. Non pas que j'estime que ça peut arriver, parce qu'à mon avis, Tim Duncan n'est pas quelqu'un qui a annoncé qu'il ferait vraiment long feu dans ce métier de coach. Donc je pense 1 an assistant de pop ou 2, bon pourquoi pas. Mais coach principal, j'y crois pas des masses. Mais en même temps, je trouvais par contre pour la partie là dans le jeu, je trouvais ça sympa de prendre Tim Duncan en head coach. Après, je vais me trouver un petit assistant que je vais juste signer pour 1 an, des fois que quelqu'un se présente l'année suivante, en 2000, donc ça ferait 22, pour être un joli candidat à ce poste-là. On pense éventuellement à un ancien joueur. On a un choix pour 2021 qui est le 30e choix. Bah oui, on est champion. 30e choix, et on avait le meilleur bilan en plus. Donc voilà, ça règle le problème. Choix 30 de la draft 2021. Du coup, j'ai refusé les offres qu'on m'avait faites, et mon choix va se porter, après réflexion, sur un certain Alonzo Gaffney. Donc c'est pas un joueur qui existe à l'université en ce moment, hein. C'est pas quelqu'un qu'on trouvera sur les mock drafts. Non, c'est un joueur virtuel. Je trouvais que son gabarit, son âge, ouais, il y avait des trucs qui pouvaient être intéressants chez ce gars-là.
Vous allez voir, pas non plus épiloguer 100 ans dessus parce que je vais le drafter. Et puis, vu mes contraintes d'effectifs, c'est-à-dire qu'en fait, mes 15 joueurs, ou 14, en tout cas, je les ai déjà plus ou moins en tête. Du coup, je vois pas l'opportunité réellement. J'ai déjà plein de jeunes à développer. Et ce Gaffney à 73, ça veut dire que dès la saison qui suit, il serait sûrement à 75 vers là. Il faudrait lui donner du temps de jeu, je ne peux pas le garantir. À partir de là, j'ai préféré l'envoyer du côté des Pistons. Voilà. Vous avez là un petit aperçu du top 30 de la draft 2021. Il y a quelques noms qui sont des vrais noms. Et puis, il y a aussi des gens qui sont totalement fictifs. Hein, donc, bon, voilà, on reparlera de tout ça. C'est vrai que c'est un peu plus loin, hein, la draft 2021. Du coup, on a moins de précision sur ça qu'on ne peut en avoir sur la future draft 2020, hein, dans la réalité, où on commence à connaître les profils de certains joueurs. Au niveau des options, au niveau des options équipe, j'active toutes les options de mes jeunes, c'est normal, c'est ma base d'équipe. Et en revanche, je vais décliner les options sur les contrats des joueurs vieillissants. Non pas que je ne les reprenne pas, mais il y en a certains que je vais reprendre, mais à un tarif un peu plus avantageux. Voilà, c'est juste une histoire d'argent. Ça arrive hein, parfois dans la réalité qu'une option est déclinée pour re-signer à des conditions différentes juste après. Ok. Ensuite, évidemment qu'on va se ruer sur la Marcus Aldridge pour le re-signer. Par contre, je vais lui proposer une année. Hein, je ne vais pas aller sur des contrats longs avec mes vétérans. Donc il y a également Rudy Gay pour lequel on va aussi proposer une année de contrat. Donc 16 millions pour Aldridge, une saison. Gay, je lui propose 10 millions pour une saison. Je trouve qu'à leur stade, c'est gagnant-gagnant. Et puis, on va aussi aller prolonger le Taj. Voilà, Taj Gibson va encore faire une année de vétéran chez nous. Et puis, on va encore continuer un petit peu à regarder. Pour J.R. Smith, j'attends un tout petit peu. J'ai peur qu'il perde des insignes, en fait. Donc, bon, après, on verra. Je vais quand même peut-être le reprendre. Et il me restera encore aussi une autre place pour un vétéran. J'ai envie de mentorer à fond. Donc, fin du moratoire. On s'est mis d'accord avec les 3 joueurs, Aldridge, Gay et Gibson. Ensuite, J.R. Smith, oui, on va quand même le prolonger. Puis je vais revenir un ancien de la maison Spurs, un Danny Green, qui va venir aussi apporter son expérience. On sait que Danny Green et J.R. Smith, ils déclinent hein, dans le jeu. Donc je ne les ai clairement pas pris pour jouer maintenant. S'il y a des blessures, on sera bel et bien obligé de les faire re-signer. On est donc à la fin du 2e jour seulement de la Free Agency. On a déjà notre équipe au complet. Je garde un 15e spot au cas où il y aurait une blessure. Et on voit les progressions. Murray a bien progressé. Ty Jerome aussi. Lonnie Walker nous a fait quelque chose de propre, ainsi que Reddish, Johnson. Il y a des petites régressions sur les vétérans qui sont pas embêtantes en ce qui concerne Gay et Aldridge, mais qui par contre font que Danny Green et J.R. Smith, ben oui, on pourra pas réellement les faire jouer, mais j'avais pas d'espoir particulier. Ok, Dejounte Murray, c'est toujours très très fort. Patty Mills, je pense pas lui donner de temps de jeu. Je pense que je donnerai du temps de jeu à Ty Jerome. Voilà, c'est donc la petite décision de cette intersaison. Patty Mills va s'asseoir un petit peu plus loin sur le banc. Lonnie Walker sera balancé titulaire, oui, bien sûr. Et Keldon Johnson sera toujours notre 6e homme aussi avec Rudy Gay. Il y a aussi une particularité, c'est que, oui, parce qu'en fait Reddish apporte beaucoup en attaque. Cameron Reddish, c'est quelqu'un qui est un peu leader offensif en fait du 5 majeur de ces Spurs là, donc c'est pour ça que je le veux au départ. Samanic sera titulaire. Gay donc sortira du banc, ainsi aussi que Aldridge qui sortira aussi du banc et principalement au poste de pivot. Je sais, c'est pas évident pour lui, il est vieillissant, mais en même temps, il a encore beaucoup de choses à apporter. Et puis il y a Mo Bamba qui doit être
titulaire avec un gros temps de jeu. On voit que des petites incertitudes pour la suite, pour ce qui est de re-signer pour certains joueurs. Par contre, Lonnie Walker, lui, il veut re-signer. À partir de là, on ne va pas hésiter bien longtemps. On va lui proposer une extension à... Voilà, je tombais 14,25, je sais plus combien j'ai finalement opté pour lui. Voilà, 14,25 avec 8% d'évolution annuelle. Ce qui fait qu'on sécurise Lonnie Walker, ce qui est pas trop mal. Il y aura moins de choses à gérer. Il y aura pas la possibilité de le perdre à l'été qui suivra. Après, on a beaucoup de flexibilité à ce stade-là. J'utilise pas tout parce que cette flexibilité, il y a un moment donné où elle va être complètement absorbée lorsque tous nos joueurs vont vouloir leur contrat qu'ils méritent, hein, parce qu'on a quand même pas mal de joueurs en contrat rookie. Ce qu'il faut, c'est un petit peu la lecture. Hein. Alors, tir extérieur pour Dejounte Murray. Oui. On va continuer sur arrière polyvalent pour Lonnie Walker. Hein, je continue à ne pas utiliser de potentiel inexploité. Hein. Ensuite, toujours de l'arrière polyvalent pour Keldon Johnson. On a 3 camps d'entraînement, on les a utilisés, c'est parfait. On peut donc passer à la saison suivante. On va préparer tout ça de manière un peu traditionnelle. Vous connaissez, vous regardez mes vidéos, vous savez très bien, j'ai mes intransférables. Parfait. J'ai également ensuite la rotation avancée qui est conforme à ce que je vous annonçais tout à l'heure. Donc il y a des gens qui honnêtement franchissent un palier sur cette saison-là. Walker qui est dans le 5, Samanic aussi, c'est pareil. Il y a Ty Jerome qui hérite de minutes puisqu'il passe en deuxième, il est numéro 2 entre guillemets au poste 1. Il y a des gens qui vont devoir montrer que la confiance qui leur a été faite a été est méritée tout simplement. Voilà, on ajuste encore quelques petits éléments puisqu'on a changé de coach quelque part. Donc il faut juste, voilà, on va retourner sur les stratégies Spurs, bien évidemment. Et comme ça, j'ai mon playbook que j'avais personnalisé déjà à l'épisode précédent. Voilà, Cam Reddish, première option. Et ensuite, évidemment, c'est nos 2 sorties de banc, là, Aldridge, Gay, qui sont là aussi pour apporter un peu de scoring. Voilà, ensuite, le style de jeu, c'est intéressant, nouveau coach, nouveau style. On va faire un petit peu le tour, regarder et voir qu'en fait, il semblerait que vitesse et espace soient assez adaptés avec la personnalité du coach Duncan. Donc, ok. Et puis là, regardez, je vais passer sur quelque chose d'équilibré au niveau de l'entraînement collectif. C'est une révolution, parce que j'étais en défensif depuis 2 années. Et voilà, je me suis dit qu'il fallait aussi essayer, maintenant qu'on est très fort en défense, il faut essayer de travailler aussi le côté offensif. Le mentorat, c'est évidemment un moment agréable puisqu'on a ce qu'il faut comme vétéran pour encadrer nos jeunes et pour essayer de leur transférer des insignes. En tout cas, on espère, on espère. Voilà, donc c'est comme ça que par exemple, Taj Gibson s'occupe de Mo Bamba, on avait vu Danny Green avec Dejounte Murray, ici c'est J.R. Smith pour Cam Reddish. Terence Ross n'a pas encore beaucoup à apporter, il est encore trop jeune, mais on le met quand même, et voilà, on est prêt dans des situations salariales. J'ai pas tout utilisé, j'ai beaucoup de cap, mais je m'en fiche, j'ai pas besoin. Après, du côté des free agents, on a PJ Tucker qui a beaucoup perdu en overall, il a 11 insignes, ça pourrait être intéressant, mais j'en ai pas un besoin mortel, donc on verra au fil de la saison, ça dépend des blessures, tout ça. On avait vu aussi Gigi Redick, etc., Carmelo, Anthony, etc. Bon, ok, premier choc contre les Sixers, on reçoit les Sixers, donc au AT&T Center, avec coach Duncan qui, c'est marrant, le jeu a pris en compte le fait que Duncan avait récemment coaché un match, statistiquement en tout cas, puisqu'il y avait eu Popovic qui avait été exclu d'un match, et du coup Duncan s'est déjà fait gratifier d'un match coaché. Vous verrez un peu plus tard dans l'épisode, il y a un bilan, et ce bilan sera majoré d'un seul match par rapport à tous les matchs qu'on va jouer cette saison. C'est assez amusant. Alors après, au niveau du déroulé
du match, c'est évidemment du gros Spurs bien classique auquel on a droit, puisque bien classique dans la partie bien sûr, puisque on étouffe un peu les Sixers. C'est intéressant d'ailleurs, c'est l'occasion de dire un mot par rapport aux Sixers qui dans la réalité là en NBA rencontrent des difficultés. Ils rencontrent des difficultés, il y a eu notamment des performances assez médiocres à l'extérieur, il y a eu aussi des performances assez douteuses à domicile récemment, où ils se sont fait avoir par la défense de zone du Heat dans un premier temps, qui est venu mettre fin à leur invincibilité. Et puis il y a également eu aussi un moment, il y a quelques jours, assez délicat pour eux, où ils se sont fait rosser par les Mavs privés de Doncic, s'il vous plaît. Donc c'est vrai que, tiens c'est marrant en plus, petit parallèle, retrouver ces deux équipes qui pour moi sont les deux plus jolies surprises de l'année en NBA, hein, ces Mavs et ce Miami Heat, qui sont tous les deux allés en fait taper les Sixers du côté de Philadelphie. Bon, intéressant Philadelphie de voir ce qu'ils vont pouvoir faire, quels ajustements est-ce qu'on va pouvoir avoir. Est-ce que par exemple Tobias Harris et Al Horford vont arrêter de se marcher sur les pieds? Est-ce qu'on ferait pas éventuellement, mais c'est un crime de dire ça, hein, mais sortir l'un des deux du banc, je sais, c'est un blasphème, je l'assume, hein, mais est-ce que Tobias Harris en fait devrait pas être 6ème homme? Bon, et décaler Richardson évidemment au poste 3, parce qu'en fait il y a un souci, parce que dès qu'ils sont face à une zone, s'ils manquent d'adresse, ils sont en galère. Je vous parlais de quelqu'un qui serait invité dans cette partie, c'est évidemment le Miami Heat. Hein, vous vous doutez que je brûlais d'envie de vous parler du Miami Heat. Alors, léger flashback sur l'été du Heat, on est en 2021, un rappel. Hein. Donc, il y a notamment un certain Bam Adebayo, il y a aussi un certain Kendrick Nunn qui doivent être re-signés. Chris Silva aussi dans l'idéal, Duncan Robinson, on verra si tout ça peut se goupiller aussi financièrement, parce que autant les Spurs, on avait vu juste avant, ils avaient pas mal de flexibilité à l'été 2021, avec ma construction en tout cas, et autant le Heat, lui, bah, il est beaucoup plus limité. Hein. Donc la base pour moi, c'est Butler, Adebayo et puis Winslow, parce que ces trois-là sont des valeurs sûres. Pour moi également, il y a 4 joueurs que je vais vraiment inclure. C'est Nunn, Hero, Okpala et Jones. Ok, j'aime beaucoup Jones, même s'il n'est pas... ok, c'est pas Kawhi Leonard, hein, mais bon, voilà. Et donc, vraiment ma priorité, ce sera de me renforcer au poste 4, ainsi que trouver un backup qui me plaise pour l'ami Adebayo. Idéalement un backup poste 4-5, ce serait génial. Et comme je vous disais juste avant, on a très peu de marge à l'été 2021 avec le Miami Heat, sans pour autant avoir fait des folies avant. L'IA n'a pas géré mal les choses. Hein. Alors, il y a beaucoup de free agents de renom à l'été 2021. Il y a Kawhi Leonard, il y a Paul George, etc. On verra si les Clippers sont en mesure de les conserver ou pas. Je n'ai pas pris le contrôle, j'ai laissé le jeu faire ce qu'il avait à faire. Je vais d'abord m'intéresser à George Hill, parce qu'en fait c'est un joueur solide que j'aime bien et qui je trouve a toujours beaucoup de choses à apporter à une équipe. Il y a des offres comme ça que je vais faire, elles vont pas toutes déboucher. En tout cas je vais contacter des types. Il y a un gars au profil hyper intéressant, c'est Derek Favors. Je parlais quelqu'un qui puisse occuper les postes 4 et 5 en 6ème homme de luxe. J'estime que Derek Favors c'est pile ce qu'il me faudrait. Pourquoi? Parce qu'au poste 4, moi je veux un poste 3 en fait. Et Jonathan Isaac, il a la longueur avec ses 2m11, avec son envergure, avec toutes ses qualités défensives, mais aussi de shoot externe, en tout cas dans une certaine mesure. Jonathan Isaac, poste 4, il est free agent et en plus sans restriction, parce que Orlando n'en a même pas voulu. Donc là, il y a drame total dans la partie, hein, parce que quelque part, Orlando qui ne re-signe pas Isaac, voilà. Mais bon, voilà, le jeu est comme il est. J'avais pas voulu déshabiller le Magic, et donc j'avais pas voulu leur prendre Isaac au moment du trade de DeRozan.
Bah écoutez, ils ont choisi de le laisser partir. À ce moment-là, c'est Miami qui se jette dessus pour une raquette. Adebayo Isaac, je vous laisse imaginer les dégâts. Je vous laisse imaginer les dégâts de ce type de raquette. Au final, c'est drôle, on aura un poste 4 qui sera plus grand que le poste 3, parce qu'Adebayo, il a cette particularité d'être plutôt un petit poste 5, puisqu'il fait que 2,06 m. Après, du coup, ça lui offre pas mal de qualités qui étaient passées sous les radars. Hein. Vous avez vu Kawhi Leonard n'a pas encore d'offre, ça va se régler, vous inquiétez pas. Adebayo, hein, que je re-signe, évidemment, je vais lui proposer quasiment le max. Je lui proposais presque le max, en tout cas à 27,5 là sur ou à 27,5 sur 5 années avec le 8% évidemment d'exception Bird. Hein, il mérite le gros contrat lui. Adebayo, c'est un joueur très étonnant. On est en train de le découvrir. On est en train de découvrir à quel point Bam Adebayo possède beaucoup plus de qualité qu'un simple rim runner pour lequel il passait. À ses débuts, on imaginait, hein, vous voyez, le poste 5, le gros black qui court vite, qui prend des rebonds, qui dissuade et qui attrape des alley-oops. Ouais, ben, en fait, le mec fait bien autre chose. Hein. Il y a des triples-doubles avec la passe ces dernières semaines. Il y a defensive, pardon, n'importe quoi, ça c'est moi qui extrapole. Il y a joueur de la semaine, il y a l'autre il y a quelques semaines. Enfin, Bam Adebayo, c'est quelqu'un en fait qui va compter dans cette ligue. Hein. C'est pour ça que je me suis permis de lui envoyer un contrat quasiment max. On a Kendrick Nunn qui pose quelques soucis, mais qu'on va finir par prolonger. On joue sur les exceptions en fait, pour prolonger certains de nos joueurs. Et évidemment, Derrick Jones en fait partie. Derrick Jones, monsieur Badaboum, hein, allez-oop, tout ce que vous voulez. Vous lui jetez un ballon en l'air, lui, il vous éclate le cercle. Il est juste énorme, il me fait kiffer. Je vous avoue. Pourtant, je suis plutôt un gros fan de défense, mais Derrick Jones me plaît. Puis il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte par le jeu, alors que vous voyez que je suis en train ensuite là de prendre des vétérans, Bogut, Ariza. J'ai plus d'argent, je suis obligé de recruter au minimum. Donc tant qu'à faire, autant aller prendre des types. En plus, Ariza, il y a un côté sentimental, retour au Miami Heat. Voilà, je parlais de Kendrick Nunn, non, de Adebayo, non plus, oui, de Derrick Jones Jr. juste avant, pour vous dire que le jeu a totalement... Alors je me suis fait avoir par le jeu, il y a un bug avec les qualifying offers, j'ai pas voulu tricher, j'ai laissé tel quel, mais du coup ça me boucle à 15 alors que les mecs je les voulais pas, Blossom Game et Stephens. Bon, c'est pas grave. Derrick Jones, je vais peut-être arriver à finir alors qu'on voit les évolutions des joueurs, hein, donc évolution assez sympathique. Derrick Jones, il est sous-évalué en défense par le jeu. J'ai pas à regarder encore à commencer maintenant, actuellement là, hein, au jour où je parle, mais puisque finalement cette partie elle existe depuis un mois hein, au moment où je parle, donc ça se trouve Derrick Jones il a eu une petite upgrade de sa note de défense, mais c'est quelqu'un qui en fait par sa densité physique, ses qualités hein, athlétiques, il est capable d'aller en mission défensive en fait à des moments. Je l'avais notamment vu sur LeBron, je l'avais vu sur quelques joueurs majeurs en fait, hein, quelques ailiers ou ailiers forts majeurs de la NBA, et en fait il n'est pas ridicule. Il n'est pas ridicule du tout, alors que dans le jeu il est assez moyen en défense. Bon, voilà, c'est un petit commentaire en passant. J'aurais bien aimé reprendre Chris Silva qui me plaît bien. J'aurais aimé aussi prendre Duncan Robinson, ils sont trop gourmands. Du coup je suis obligé de me rabattre sur un ancien de la maison, James Johnson. Donc voilà, on a notre effectif maintenant. Le jeune Howard, c'est pas moi qui l'ai drafté, il était déjà là avant. Stephens, donc merci la qualifying que je n'ai pas proposé, ok super. Et puis les autres, je vous en ai déjà parlé. Il y a notamment un type sur lequel il y a pas mal d'espoir, c'est Okpala, hein, on en reparlera. Tiens, regardez, j'ai sélectionné une petite action là qui est plutôt rigolote. Regardez à quelle hauteur est-ce qu'il va prendre le ballon. Et voilà. Ben ça, on croit que c'est un jeu vidéo, on se croirait dans NBA Jam, mais en fait non, c'est la vérité de Jones. Jones, c'est ça en fait. C'est un type qui a un jump de malade mental, quoi. Donc voilà, il m'impressionne, il me plaît. De toute façon, toute cette équipe de Miami m'impressionne, me plaît. Bon, j'aurais quelques réticences parfois sur le rôle défensif
de quelques joueurs. Je n'ai pas un faible particulier pour Kelly Olynyk, même si je reconnais qu'il joue avec du cœur. Mais c'est pour ça que j'ai pas cherché à prolonger l'aventure Olynyk. Donc mes 2 camps d'entraînement vont être consacrés, vous l'avez vu juste avant, à Jonathan Isaac d'une part, évidemment Bam Adebayo d'autre part, 2 joueurs plutôt jeunes sur lesquels on compte immensément, et en plus les choses sont bien faites. Vous avez vu, on va commencer la saison par un test grandeur nature du côté des Rockets. Alors ce sera après avoir fait la rotation avancée, dans laquelle Hero, je le fais démarrer, par contre Nunn et Favors, ils ont beaucoup de minutes en sortie de banc, ils ont 27 minutes chacun en ce début de saison, et par contre je donne quelques minutes, une douzaine environ, à Okpala et Jones, parce que je veux qu'ils progressent encore un petit peu avant de leur donner un rôle un peu plus important. Donc voilà, hein, l'équilibre des minutes est trouvé, on a une rotation à 9, et Eric Spoelstra, écoutez, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux comme coach, intelligence du coach à l'état pur, le mec qui invente des trucs, bref, il n'y a pas de mots pour décrire la qualité de ce coach, il n'y a pas de mots d'ailleurs non plus pour décrire la qualité du travail du front office du Miami Heat, qui est l'exemple, en tout cas un des exemples en NBA de ce qu'on peut faire de beau quand on fait pas n'importe quoi. Hein. Big up Pat Riley, big up Eric Spoelstra, je trouve ça, bon moi je suis, voilà. De toute façon je savais, hein, si vous avez vu, j'avais aussi fait un MyGM avec le Heat, quand on nous avait pas encore pourri le MyGM, comme surtout Kevin. Donc sur la version précédente j'avais fait un MyGM avec le Heat, ouais, c'est que du bonheur de toute façon cette franchise, même si je trouve que là avec les jeunes qui ont émergé, c'est encore plus kiffant de faire une partie avec Miami, donc c'est pour ça que j'ai pas pu m'empêcher de les ajouter. Et puis il y avait aussi cette rivalité naissante, c'est pour ça que j'ai ajouté Miami, c'est parce qu'il y avait cette rivalité naissante qui faisait écho au final du passé, hein, tout le monde a en mémoire, il y a un titre du Heat face aux Spurs, et puis il y a un titre des Spurs face au Heat. Hashtag Ray Allen d'un côté, avec son shoot dans le corner là qui est juste mythique, et puis hashtag Kawhi Leonard et compagnie, qui avait ruiné les espoirs de LeBron James. Je rappelle que le jeune Kawhi avait donc été MVP des Finals, donc en ayant notamment été une véritable sangsue sur LeBron James à l'époque. Ok, donc il y a un historique en fait entre ces 2 franchises, hein, très clairement. C'était donc la 3e finale virtuelle, celle-là, l'année précédente. Pour ça aussi, je me suis dit, allez, c'est bon, je prends Miami, parce que là, il y a un truc à faire. Alors, intéressant de voir quel peut être notre degré de dissuasion et notre défense tout court face à cette équipe des Rockets, qui est redoutable s'il en est. Hein. Rockets sur NBA 2K, c'est quasiment cheaté comme ce qu'on a pu connaître par le passé. Regardez, j'ai pas aimé cette action. J'ai pas aimé parce que Winslow, il bloque Capella, regardez. Mince quoi, je fais ma protection de rebond, et il a la balle dans la main, mais non, c'est Capella qui la prend. Donc ça c'est on va dire c'est l'aura rebondesque de Capella, qui est un peu gonflante par moment, parce qu'on se fait gober du rebond offensif. Bon, peu importe. On a aussi les contre-attaques. Alors c'est vrai, j'entendais dire récemment, oui, les contre-attaques, c'est cheaté, surtout parce qu'il n'y a aucun repli défensif de la part de l'IA. C'est la fameuse action que je vous montrais au ralenti. Mais écoutez, oui, c'est vrai, l'IA replie mal. On peut pas dire le contraire. Il y a des points faciles à aller chercher en contre-attaque. Oui, c'est vrai. Bon, alors déjà, première réflexion. Dans la réalité, c'est pareil. Il y a souvent des points faciles à aller chercher en contre-attaque en NBA. Hein, donc voilà. Et puis surtout, comment est-ce que vous évalueriez la qualité du repli défensif de votre équipe quand vous jouez? Est-ce qu'elle n'est pas désastreuse, elle aussi? Donc j'estime, moi, qu'avec tous les points que j'encaisse en contre-attaque, notamment par l'intermédiaire de ce Gugus là qui s'est fait contrer à l'instant, mais qui la majeure partie du temps, bien joué Kendrick Nunn, la majeure partie du temps, Russ West, il est juste injouable, irrespirable et tout ce que vous voulez. Donc il y a une telle insolence de la part de l'IA
bon bah voilà, hein, on peut aussi avoir nous notre mot à dire et puis accepter le fait que oui la défense en transition de l'IA n'est pas top, hein. Ok. Alors ce match il est très intéressant parce que Houston on sait à quel point c'est difficile à jouer, hein. Je crois que je vous l'ai déjà bien montré, que ce soit avec les Nuggets qui ont vraiment du mal, hein, face à cette équipe de Houston. Alors avec les Spurs, on les avait pris. J'ai aussi déjà réussi à les avoir avec les Bulls, ce qui est plus surprenant, mais c'est lié voilà au point fort défensif des Chicago Bulls dans le jeu. Tiens, au passage, sur le mois de décembre, les Chicago Bulls, est-ce que vous avez remarqué, c'est là l'équipe qui a le deuxième meilleur defensive rating. On parle des Chicago Bulls. On est d'accord ? Ma langue n'a pas fourché. En décembre, deuxième meilleur defensive rating de la NBA. Donc, au passage, finalement, cette équipe de Chicago, elle est peut-être pas si ridicule que ce qu'on veut bien le penser ou le croire parfois, ou l'entendre surtout, dans la bouche de beaucoup de gens qui suivent la NBA. Bon, voilà, c'était une petite parenthèse. Bon, après, il y a Jim Boylan qui s'est un peu excité. Il a quand même trouvé le moyen de dire oui, pour moi, Chris Dunn devrait être pris en considération pour le titre de Defensive Player of the Year. Alors, peut-être se calmer un petit peu. Dans une All Defensive Team, il y a déjà été, mais pourquoi pas, mais peut-être pas non plus peut-être pas non plus Defensive Player of the Year. Donc, allez, et puis en plus c'est un fan qui vous dit ça. Vous avez vu, il y a un match qui se profile à l'horizon après Minnesota là. C'est un match justement contre les Spurs. Et ça, c'est vrai que ça va être un vrai rendez-vous. C'est pour ça que je vous ai mis, le choc dans le sommaire là. C'est parce que honnêtement, les Miami Spurs vont être des matchs assez tendus dans cette partie, parce que l'équipe que j'ai constituée du côté de Miami, bon, ok, à me dire, l'équipe est au final assez peu modifiée par rapport à celle qu'on connaît déjà, hein, celle qu'on a déjà sous les yeux. Ouais, mais parce que en fait, j'estime que rien que l'apport de Derek Favors ainsi que de l'ami, regardez le petit fadeaway qu'il va nous faire là, Derek. Voilà, hop, il va se jouer du 4. L'apport de Favors, Isaac, pour moi c'est juste qu'il manque en fait à une équipe comme le Heat, hein. Donc c'est pour ça que je pense qu'en fait elle a moyen cette équipe d'être hyper. Vous avez vu à l'instant comme je me suis fait avoir, l'image n'était pas du tout sur le joueur, et là bam, passe dans le corner, 3 points, juste imparable. Bon bref, c'était une petite coquinerie de l'IA en mode superstar. Bon, c'est pas grave, on l'accepte telle qu'elle est. Oui, donc voilà, je pense qu'en tout cas cette équipe de Miami, elle a un immense potentiel là dans cette partie. Donc c'est pour ça que je suis assez content de l'avoir pris. Ça va faire un énorme rival pour les Spurs qui, sans cela, étaient peut-être partis pour aller dominer un petit peu trop facilement, j'ose le dire, hein, parce que bon, voilà, on va pas s'avancer trop, mais bon, j'avais envie de créer aussi comme ça une rivalité sportive de qualité pour mes Spurs. Alors là, on est dans une fin de match. Bon, elle n'est pas serrée, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que quand même Minnesota, il y a des moments où ils peuvent embêter, hein. Minnesota, c'est vraiment une équipe intéressante, hein. J'ai joué avec, hein, j'ai joué énormément de matchs avec eux là dans mon My League avec Nuggets, Bulls, Knicks et Kings. J'ai joué beaucoup de matchs avec Minnesota, je me suis éclaté parce que ils sont super drôles à jouer et ça se retrouve là où
finalement dans cette fin de match, on y va, mais peut-être gagner, mais pas non plus avec une marge infinie. Hein. Ça reste quand même une très bonne équipe. Regardez, c'est joli ici, voilà, le 3 points de Karl Anthony Towns. Et par contre, voilà, Wiggins n'arrivera pas parce qu'il y avait Tyler Hero qui avait fait pression défensive quand même, allez, on va dire pas neutre. Donc voilà, on a gagné du côté de Minnesota, et on est donc fin prêt, côté du 8, on est fin prêt pour aller affronter les Spurs. Donc, petite statistique intéressante pour Karl Anthony Towns, vous avez vu la feuille de stats, elle est juste impressionnante. Hero, c'est un peu la réincarnation de Gigi Redick. Il est juste impressionnant. Alors Jimmy, qu'est-ce qu'on va faire là? Tu vas aller taper les Spurs, tu vas te venger? Oh non, écoute, y a pas de problème, on verra plus tard. On n'est pas en playoff là, on est en saison régulière. On va faire le taf, et puis on verra bien. Bon bah, ce qu'on va voir tout de suite. Hein. Alors, j'ai pris le contrôle de San Antonio. Pourquoi? Toujours pour la même raison. L'équipe qui joue à domicile, c'est les Spurs, donc je prends les Spurs. Mais après, c'est sympa hein, d'affronter cette version-là du Miami Heat. On se dit déjà dans la raquette, il va falloir se battre, d'une part. Sur les extérieurs, il y a 2-3 défenseurs de qualité. Donc voilà, il y a du défi assez intéressant. Allez, voilà. Bamba contre Adebayo. C'est pas des profils en fait à l'avance. Je serais presque dit Bamba, Adebayo, profil siamois quasiment, hein, avec des ressemblances. Ben, pas tant que ça. Parce que là où ils se ressemblent, évidemment, c'est sur le côté, attention Okpala. Et oui, pas laissé ouvert à 3 points. Je n'ai pas respecté Okpala sur ce coup-là. Là où ils se ressemblent, évidemment, c'est sur le côté pivot, jeune, athlétique, avec de la dissuasion. Oui, c'est vrai. Ouais, sauf que peut-être que Bamba est quand même moins développé que Adebayo. Bon, d'ailleurs, leur overall le dit. Hein. Leur overall, il le dit clairement. Puisque, en fait, vous avez déjà un Adebayo qui est rapidement à 87, là. 87 dans le jeu, ça le place dans les 5 meilleurs pivots de la ligue. Hein. Regardez-moi ce contre. Là où Mobamba, lui, il est beau, hein. Il est pas mal celui-là. Hein. Mobamba, lui, est peut-être un joueur plus monodimensionnel qui va être capable de protéger, en tout cas de prendre du rebond aussi, de contrer, hein, très bon au contre, mais peut-être moins talentueux en attaque, même si je cherche un peu à le développer, mais ça ne deviendra jamais la Marcus Aldridge, hein, au niveau offensif, quoi. Il n'y aura pas le même talent. Alors après, c'est vrai que les qualités défensives globales de mes petits Spurs ont tendance à faire des ravages. Voilà, on voit l'explosion parfois en contre-attaque, mais parce que, toujours une fois, c'est pareil. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a de la contre-attaque? C'est parce qu'on arrive à avoir des stops, c'est tout. Hein. Si t'as pas de stop défensif, la contre-attaque elle n'existe pas dans ton match. Hein. Donc voilà, après, bon, je tente des petits trucs. Je suis plus détendu en fait de jouer face à entre guillemets une équipe à moi. Je me dis bah bon, tu gagnes, c'est cool, tu perds, bah t'en as quand même une des deux qui a gagné. Enfin quand même, on va mettre un point d'honneur à aller chercher ce match avec les Spurs pour peut-être essayer d'ajouter voilà du sel à la partie en se disant hey les Heat là, vous arrivez avec votre gros recrutement, avec votre équipe de malades athlétiques, mais on va quand même vous calmer et puis on se retrouve en finale NBA, n'est-ce pas? En tout cas, on l'espère. Donc victoire de San Antonio sur un match très défensif, vous avez vu 39-31 quand on joue 4 fois 5 minutes. Ça va nous faire un extrapolé qui va pas être qui va être déjà en dessous des 100 points de manière garantie. Les pourcentages de réussite sur ce match sont relativement faibles. C'est normal. Regardez la shooting chart, c'est pareil.
on a du bleu à beaucoup d'endroits. Ben oui, c'est normal, vous mettez deux équipes qui sont quand même construites, puis il y a quand même ce bloc, hein. Vous mettez deux équipes qui sont relativement construites autour de la défense, ben voilà, ça donne 94 à 74. Alors, peut-être on aurait pu, voilà, attendre plutôt un 94 à 90, ça aurait été plus sympa, mais bon, le hit n'a pas accroché ce match, c'est comme ça. Dernier match que je développe, ou avant-dernier, je ne sais plus, c'est évidemment un match face à une équipe majeure de la conférence Ouest, j'ai nommé les Denver Nuggets. Voilà. On commence le match avec Cam Reddish qui vient comme ça dunker de manière assez spectaculaire. Cam Reddish, vraiment intéressant, hein, je disais un petit peu précédemment dans l'épisode, mais quasiment fer de lance offensif déjà de cette équipe. Je l'ai un peu observé IRL là ces derniers temps. Atlanta continue à lui donner du temps de jeu. Atlanta continue à lui manifester une certaine confiance, on va dire. Mais pour autant, ses stats continuent à être un petit peu faiblardes. En tout cas, en plus c'est dans une équipe qui perd, quoi. Il est dans une équipe qui a perdu l'habitude de gagner depuis bien longtemps déjà. Et il y a toujours, je sais pas, toujours pas pareil que quand vous êtes dans une équipe quand même en situation de réussite où là il y a une autre ambiance. Donc Cam Reddish, à l'image de la technique qu'il a pris l'autre soir là, il a pris une technique un peu bébête, il râlait parce qu'il avait fait en gros il est rentré en jeu, il fait 2 fautes en moins d'une minute et il pète un plomb sur la deuxième, il prend technique, du coup il va se rasseoir direct. C'est pas des débuts en NBA exceptionnels qu'on voit pour Cam Reddish, mais en même temps il y avait plein de gens au moment des mock drafts qui avaient des réticences. Ils disaient Cam Reddish, finalement est-ce que le plafond est tellement si haut que ça, est-ce que ce joueur a vraiment comment dirais-je, un avenir de superstar, hein, disons-le clairement, c'est la question qu'on pourrait se poser sur ce type de joueur. Est-ce que ça peut devenir même un All-Star? Pas nécessairement. Pas nécessairement, en tout cas par rapport à ce qu'il nous a montré. Après là par contre dans la partie, moi je vous avoue que sous 2 à 3 ans, j'aimerais bien quand même qu'il soit All-Star. Parce que j'ai l'impression qu'il en a toutes les possibilités, quoi. Hein. Il est dans une équipe où on lui prend pas trop les ballons et où il y a, je dirais, un relatif partage du scoring. En tout cas, il y a la place, hein, pour que Reddish puisse faire des 25, des 30 points de manière assez régulière. Donc le scoring peut être présent, le bilan sera sûrement souvent très présent, avec jolies actions pour boucler ce match-là contre les Nuggets. On s'est un petit peu régalé là, sur certaines actions. Là, il y a le mismatch, évidemment, avec le mismatch sur Murray. Pour Samanic, c'est du gâteau. Donc voilà, développement de Reddish. Je me demande un petit peu jusqu'où il peut aller, que ce soit dans le jeu ou d'ailleurs dans la réalité. Hein. C'est une énigme, hein, ce joueur, finalement pris en choix numéro 10 à la dernière draft. Énigme un peu que ce Cam Reddish. D'ailleurs, dans sa génération, on voit qu'il y en a d'autres qui ne sont pas des énigmes. Par exemple, DeAndre Hunter, on a compris qu'il était promis à un avenir très solide en NBA, quoi. On a bien vu, hein, il suffit de regarder les temps de jeu, le mec fait des stats, regardez les matchs, tout simplement. Regarde les matchs, c'est juste éloquent. Hein. Donc, bon, voilà, à suivre. À suivre DeAndre Hunter. Sûrement, il sera peut-être meilleur dans un premier temps. Par contre, à l'horizon des 5, 6, 8 ans, ça, on n'en sait pas grand-chose. Choc contre les Suns. Et les Suns, c'est une équipe qu'il faut prendre vraiment au sérieux dans cette partie. Est-ce que vous vous souvenez, épisode précédent, quand même, demi-finale de conf, il nous avait donné un petit peu de fil à retordre. Hein, donc c'est une équipe très dangereuse autour de Devin Booker. Après, c'est vrai que du coup, moi, j'ai choisi de mettre mon verrou défensif sur Booker. Hein, j'ai nommé l'ami Dejounte Murray qui a
on va dire, la vitesse latérale qui a une envergure pas si ridicule hein, pour sa taille, qui est pas non plus, c'est pas un nain. Hein. Et en fait, voilà, Dejounte Murray, il a les moyens de faire un petit peu de mal à Devin Booker. Donc voilà, je vais pas m'en priver si c'est possible de museler un petit peu l'ami Booker. Ça aura été une promenade de santé ce match. Pour ça, j'ai pas développé davantage. J'ai pas montré, vous avez vu la shooting chart des Suns, les pauvres. Je vous ai pas montré davantage ça. C'est bon, quand il y a un blowout, ça sert à que dalle. Hein. Ça sert à que dalle. Donc Devin Booker, 0 points à 0 sur 17 en extrapolé. 0 points, c'est abusé. Par contre, 17 shoots pris, rien que ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'en plus, le mec, il a été jamais en position de pouvoir vraiment faire quelque chose. On enchaîne avec les Clippers qui ont re-signé Kawhi Leonard, mais qui ont aussi recruté Victor Oladipo. Donc c'est pas mal hein, quand même. Hein. Dans le même temps, il y a Paul George qui est parti. Je crois que c'est du côté des Hornets. Ouais, c'est un peu moche, mais bon, voilà, pourquoi pas. De toute façon, on sait jamais ce qui peut se passer en NBA. On a bien vu que les transferts les plus dingues et qu'on pourrait juger tellement débiles sur Touquet, en fait, c'est des transferts parfois qui sont même pas grand chose à côté de ce qu'on a pu avoir déjà dans la réalité. Hein. Donc, on va pas non plus trop se choquer. Donc, Paul George est un Hornet et Kawhi a été rejoint par Oladipo à l'été 2021. On domine plutôt ce début de match. À l'intérieur, Aldridge, il est impossible à arrêter. C'est tout. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Impossible. Ty Jerome qui régale avec le alley-oop pour Lonnie Walker. Voilà, cette équipe des Clippers m'a fait de la peine. Elle était pas du tout à la hauteur de nos petits Bulls. Encore un petit contre stratosphérique de Mo Bamba. Et je crois qu'on regardera quand Kawhi sera opérationnel, puisque là, il n'était pas là. Je trouve ça intéressant qu'ils aient recruté Hayward. Bref, intéressant, amusant. Le banc chez nous aura été assez productif sur ce match-là. Et puis voilà, petit écran pour annoncer que la suite, je vais la simuler. Je vais la simuler parce que, bon, c'est toujours sympa en fait de jouer plein de matchs. Hein. Moi, je vous avoue, si ça tenait qu'à moi, ça m'est déjà arrivé par le passé, sur Touquet, je me suis amusé une fois. C'était il y a longtemps avec les Lakers, je jouais Lakers sur, sur un commencé à l'été en MyGM. J'étais à l'été 2016, j'avais commencé à l'été 2016. Alors, j'avais drafté Buddy Hield, j'avais fait des petits micmacs pour échanger un tel, récupérer plein de tours de draft. J'avais joué avec plein de rookies 2016. J'avais genre Chris Dunn, Buddy Hield, j'avais Brandon Ingram, j'avais voilà. Et puis c'était rigolo, je m'étais amusé plusieurs saisons d'affilée à jouer 82 matchs. Mais bon, il faut avoir du temps pour ça. Et puis en plus, maintenant j'ai quand même envie d'avancer mes séries, de pouvoir vous proposer des vidéos assez régulièrement. Si je vous propose 82 matchs d'une saison, je sais pas si ça va être aussi intéressant que si on avance quand même un peu plus et où on peut voir plus de choses par rapport au jeu, plus de choses même l'évolution des joueurs, etc. Donc, voilà. Vos avis peuvent largement m'intéresser sur cette question-là, mais voilà, j'ai arrêté de rêver à pouvoir jouer 82 matchs parce que ça me paraît juste infaisable, quoi, hein, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a des notes qui ont déjà un petit peu évolué en ce premier tiers de saison 2021-2022. On voit que les petits jeunes là ils progressent. Hein. Après ils n'ont pas non plus une marge de progression énorme puisque je n'ai pas utilisé de potentiel inexploité. Je vous l'ai dit, je vous l'ai montré.
ni à l'été 2020, ni à l'été 2021, et je ne le ferai jamais en fait dans cette partie-là. Je n'utiliserai pas de potentiel inexploité aux Spurs. Donc à partir de là, je pense qu'il y en a certains qui vont plafonner autour des 80 environ d'overall. On est au 1er janvier, 8 victoires et 2 défaites. On a fait un meilleur mois de janvier que ce qu'on avait fait un mois de décembre plutôt bof, franchement bof. Donc on continue, voilà, ça simule, ça simule. On nous propose des trades, mais Reddish, les gars, non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Cam Reddish, c'est la base de notre attaque. Donc c'est bon quoi. C'est bon, il partira pas. Calmez-vous. Calmez-vous. Donc après, il y a toujours les petites blessures par-ci, blessures par-là, qui permettent aussi de faire un peu tourner l'effectif. Hein. Toujours sympa de faire tourner. Donc là, en l'occurrence, c'est Taj Gibson, le vétéran, qui vient d'hériter de quelques minutes pour profiter, surtout pour pallier à cette petite blessure de Rudy Gay. Ok, Rudy Gay, vraiment, j'adore. J'adore le type, quoi. Il est énorme. Alors, les stats à ce stade-là, il en aimerait en 15-7-7. Reddish qui marque plus de points. Et puis sinon, ouais, Samanic, Walker, Bamba, dont on peut pas non plus dire qu'ils sont en train de casser la baraque au niveau des stats, mais c'est pas très très grave, toujours des petites blessures. Donc je joue l'économie. Si on était en playoff, ce serait pas pareil. Si on était en playoff, Murray avec cette blessure-là, il joue. Mais, euh, mais par contre, en saison régulière, zéro risque. En plus, on sait que DeJounte Murray, c'est quelqu'un qui a plutôt un historique de blessures assez probable. Hein, donc j'ai pas envie de raviver tout ça. Si c'est 4 hein, sur les 10 derniers du mois de janvier, 6 victoires, 4 défaites, c'est pas génial, honnêtement. C'est pas génial du tout. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent re-signer? Oui. Alors je vais là aussi me permettre une petite excentricité par rapport aux bugs du jeu, cela, puisque le CBA n'est pas respecté, puisque je ne devrais pas pouvoir prolonger Samanic. Samanic, c'est un 19e choix de premier tour. Donc les gens comme ça du premier tour de draft, on n'a pas le droit de les prolonger en cours de saison. Soit vous les prolongez avant le début de la régulière, soit vous attendez l'été et le mec, de toute façon, il est restricted. Donc à partir de là, il n'y a pas de malaise. Bon, écoutez, tant pis, c'est pas grave. Donc Samanic, en l'occurrence, j'aurais dû pouvoir seulement le prolonger à l'été, mais je l'ai prolongé là. Vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai voulu répondre à ce bug du jeu qui veut que souvent les qualifying offers sont acceptés alors que le mec a accepté le contrat que vous lui proposez. Vous avez vu le petit point sur les courses au MVP, machin truc là. On a vu que Giannis et tout ça, ça cause. Du côté du DP, ouais. Et le seul qu'on a en fait qui est un peu en favori d'un classement, c'est Samanic pour le MIP. Bon, ok, c'est toujours bien d'en avoir un. J'aurais aimé, je vous avoue, en avoir plus. On n'aura pas non plus se rouler par terre de tristesse. Tout va bien. Voilà. On avait un peu de Ty Jerome en titulaire pendant l'absence de DeJounte Murray. Mais Murray est revenu. On est encore une fois à 5-5 sur les 10 derniers. Hein, mais bon, ça va. 38-18, c'est au-delà des 67%. Donc on accepte. Là encore, ça va, ça se passe correctement. Par contre, je pense qu'on va avoir un moins bon bilan que l'année précédente. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai pas d'explication particulière. Si ce n'est la baisse d'overall de Aldridge, Gay et éventuellement Terence Ross. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Parce que sinon, l'équipe de cette année, elle aurait plutôt toutes les raisons d'être un peu meilleure que ne l'était l'équipe de l'année précédente. Mais bon, faut pas non plus se choquer. Et puis sa saison n'est pas finie non plus. Hein. La saison n'est pas finie, donc on peut encore avoir un sursaut là comme ça sur la fin du mois de mars
et sur le mois d'avril, en tout cas pour la partie du mois d'avril qui sert à la régulière. Allez, on continue, toujours aux 2/3 des victoires. On voit que Houston est en train de s'envoler totalement à l'ouest, et Houston s'annonce comme assez probable numéro 1, surtout après cette série de défaites. Waouh, on est carrément passé 3ème. Horrible série pour nous. On est à 13 matchs et demi de retard sur Houston. Le truc est ficelé. Les Clippers sont 2ème avec 12 victoires de retard. Donc on a compris. Pas sympa la blessure de Reddish là. Pas sympa du tout. On a compris, les Rockets ont donc roulé sur la NBA en cette saison 2021-2022. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Il faut quand même dire que Westbrook et Harden sont spécialement injouables, et ça doit pouvoir aider aux performances des Rockets. Allez, on termine. Ah, ça va. Retour de Reddish. Parfait. Tout va bien. Parce que lui, si on l'a pas en playoff, je pense qu'on peut oublier d'aller au-delà des demi-finales de conf. Mais très très clairement. Voilà. Donc, alors, on approche de la toute fin. Il reste 4 matchs à simuler à ce stade-là. Défaite, victoire. On sera 2ème, c'est une certitude. 2ème de l'Ouest, ça va, c'est pas non plus horrible, mais il y a quand même 30 défaites. 30 défaites, c'est pas terrible. Donc ouais, d'ailleurs, ça restera à 30, ça va passer sur 52 victoires et 30 défaites, c'est l'heure. Des petits bilans. On va se faire quelques petits bilans, j'ai préparé quelques petits résumés de ce qu'on peut retenir. Donc, 22e offensive rating. J'ai mis à chaque fois combien on était l'année précédente à droite. 17e pourcentage à 3 points. Ouais, ça va, ça reste encore dans la moyenne. 17e pourcentage de rebond offensif. Là, on peut voir qu'il y a une perte. On est en train de régresser collectivement au rebond. Cependant, le defensive rating, ça va, il reste encore très très correct. Pareil, la sécurisation du rebond défensif, c'est pas non plus scandaleux, voilà. Et après, à titre individuel, vous voyez, match joué, minutes, points, etc., avec les adresses à droite. Donc on a quand même Murray qui nous fait plus de 40% à 3 points, ce qui est quand même pas vilain. Et d'autres choses que je vous laisse voilà, faire pause si vous voulez regarder plus en détail. Allez, du côté du hit, comment ça s'était passé dans le même temps. Rapidement, on va voir ça. Donc ça avait quand même commencé dans la foulée du match perdu face aux Spurs. Ça avait enchaîné avec réception d'une équipe super intéressante. J'en parlais précédemment dans l'épisode. Équipe super intéressante que peut être les Dallas Mavericks. Alors vous voyez que par exemple là ils ont un rookie, un rookie en meneur qui mange du ballon un peu, et donc quand je dis mange du ballon, c'est directement en rapport avec le fait que j'estime que Luka Doncic devrait avoir plus la balle, et c'est pas le cas dans ce match en tout cas que j'ai joué contre eux. Je trouve qu'on n'a pas laissé suffisamment à Luka la possibilité de nous faire mal. Après attention, il est quand même capable de fulgurance, regardez voilà, bam, ok. Mais il y a quand même un rookie bouffeur de ballon du côté des Mavs. Je suis pas sûr par exemple que si les Mavs avaient un très haut choix, comme ça a été 2 fois de suite là dans cette partie, puisqu'en fait la mayonnaise ne prend pas. Vous avez vu, ils ont pris Kelly Oubre, ça par contre c'est une bonne chose je trouve. Kelly Oubre, et là il y a le chase down block. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, Isaac qui vient faire une action juste LeBronesque, voilà, face à Doncic, pour un match qui aura été relativement maîtrisé, notamment à base de pick and roll, et pas de difficulté particulière.
Voilà, je vous ai dit, le rookie il a un peu croqué. Et puis de notre côté, les points sont très très répartis. C'est sympa. C'est sympa de répartir les points. Bah, un petit peu comme le hit actuellement. Hein, voilà, donc ok. Parfait, parfait. Ouais, c'est ce jeune Adams là qui croque. Vous avez vu, ils avaient aussi pris Harry Giles au poste 5. Pourquoi pas? Elle est pas nulle, hein, leur construction d'équipe. Elle est, elle est loin d'être ridicule, faut quand même l'avouer. Et puis il y avait eu aussi, dans la foulée, la réception du Thunder. Alors c'est l'occasion de voir que du côté du Thunder, Baisley en 5, je suis un peu réticent. J'ai l'impression que Baisley c'est plus un 4, mais bon, voilà. Shai Gilgeous Alexander, toujours en mode pépite, hein, pépite d'OKC. Et Chris Paul est toujours là. Chris Paul est toujours là. La grosse question, ça va être pour combien d'années est-ce que Chris Paul va être encore en NBA à ce stade de la partie. On est quand même en 2022. Hein. Donc voilà, ce sera intéressant de voir à l'été qui peut prendre sa retraite, qui reste parmi les vétérans, parmi les gros noms qu'on peut connaître. Ça, c'est ce que je vous présenterai à l'épisode prochain, notamment. Donc voilà, un match assez facilement maîtrisé où on peut se permettre de dérouler, notamment sur quelques actions en contre-attaque ou sur pick and roll Butler à des Adebayo, assez facile. J'avoue, il n'y a pas besoin d'y passer 100 ans pour se rendre compte que on leur a marché dessus. Ok. Donc, ensuite, les petites stats, voilà, on voit qu'il y a notamment une grosse perf au rebond pour Adebayo. En face, ça a un peu eu du mal à exister. Bon, allez, on va pas non plus passer 100 ans là-dessus. Vous voyez, après j'avais avancé le calendrier. Il y a un bilan fin 1er décembre qui est très bon, hein, 11 et 4. Franchement, c'est pas mal. Des petites blessures par-ci, des petites blessures par-là. Il y a ce petit Howard qui est défensivement calamiteux, mais à qui je donne les minutes de Kendrick Nunn quand ce dernier se blesse. Voilà, des petites blessures toujours par-ci, par-là. Faut dire que ouais, moi je fais toujours la rotation avancée à chaque fois. Donc bon, là je l'ai vachement accéléré pour surtout pas que ça se résume juste à ça. Mais en tout cas, voilà, des petites blessures, je vous ai montré Adebayo. Et là, par contre, c'en est une vraie. Hein. La blessure de Favors, un peu plus tard, 4 à 6 semaines, c'est pas anodin non plus. C'est une vraie blessure. Et ça oblige quand même à repenser notre rotation. J'avais utilisé du James Johnson notamment, voilà. On a des petits pépins physiques sur cette régulière là, avec le Miami Heat. Vous voyez, on est déjà à la fin du mois de janvier. Favors, c'est vrai que je pensais à lui, je me disais, ça pourrait être un super 6e homme de l'année. Hein. Dans ce contexte-là du Miami Heat, où il aurait comme ça devant lui Adebayo Isaac, juste, juste méchant la raquette. Ouais, donc c'était une petite réflexion au passage. J'aurais dû encore un peu la rotation parce que je suis très 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 juste. En fait, c'est le 5 le roster, il est assez déséquilibré parce que entre les mecs qui jouent et ceux qui ne joueront jamais, sauf blessure majeure, bah en fait, il y a une marge très importante parce que encore une fois, financièrement, c'était pas possible d'avoir je dirais de donner de l'argent à des joueurs en nombre supérieur quoi. Donc déjà je suis trop content parce que j'avais réussi à recruter assez proprement, plus prolonger quelques-uns, Kendrick Nunn, là on est passé sur les droits Bird, Jones c'est pareil, on est passé sur ces droits Bird. Bon, on se rapproche en tout cas de plus en plus du top 4 à l'Est, ce qui paraît pas non plus scandaleux. Blessure de Winslow, retour de Nunn. Alors, blessure de Winslow, ça ne peut pas me faire plaisir, hein, vous en doutez, mais
bon, c'est peut-être l'occasion aussi de redonner encore du temps à ce Howard pour voir un peu si à l'été qui suit, Howard, on lui donne de la confiance ou si on l'échange. Parce que honnêtement, avoir un meneur backup qui est un trou noir en défense, moi, c'est pas ma cam. Donc, bon, à voir. Il va falloir réfléchir. Retour de Winslow. En tout cas, presque. Et donc, c'est pour ça que je dis que je prends un risque. Parce qu'en fait, Winslow revient un tout petit peu trop tôt. Mais voilà, tout va se passer assez facilement. Le top 3 est assuré. Il y a les Knicks de Anthony Davis qui sont chauds dans cette partie. Et oui, normal. Puisque quand vous ajoutez Anthony Davis quelque part, s'il y a 2-3 bons joueurs déjà à la base, ça vous fait forcément une jolie équipe. Donc on passe avec deuxième place. Hein. Je l'ai pas dit, mais vous l'avez vu. Deuxième place au final hein, pour le Heat à l'Est en cette saison. Et les petits bilans. Russell Westbrook, MVP. Bol, voir la partie avec Denver. Bol, moi ça m'étonne pas, hein, Rookie of the Year. Ce qui est juste étonnant, c'est que du coup ça veut dire qu'il n'avait pas joué en année 2. Et donc ça c'est assez surprenant pour moi. Gordon, 6ème homme, bah c'est sympa, c'est sympa. Jimmy Butler, Defensive Player of the Year, mais ça c'est le kiff total. C'est mon bonheur absolu. Et Colin Sexton MIP avec une moyenne de points, genre le mec a step up de ouf, voilà. Et Mike D'Antoni qui est logiquement Coach of the Year. Bon, voilà. Donc les NBA teams, je vous laisse regarder. Il y a toujours des noms qui méritent d'être là, d'une certaine manière, sauf exception, mais il n'y a pas de drame particulier. Les meilleurs, en tout cas, les gens qui sont parmi les meilleurs, sont toujours là. Et puis c'est intéressant de regarder aussi du côté des rookies, lesquels peuvent être bons ou pas dans l'optique de futur draft. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, à l'épisode 4, où on évoquera quoi? On évoquera évidemment les playoffs. Et les playoffs, je peux vous dire qu'ils sont savoureux dans cette partie. Playoffs savoureux à suivre. Et dans l'épisode 4, puisqu'on fera encore un long format, il y aura les playoffs, mais aussi on aura l'intersaison, le début de la régulière d'après, etc., etc. L'objectif étant d'avancer dans le temps. Et j'aimerais vous proposer une petite surprise à l'horizon 2025. Voilà, on en reparlera. Je vous dis à plus. Bye bye.